Le journal 23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres de cette édition. Audience du chef de l'État, l'ambassadeur de Belgique en fin de mission en Côte d'Ivoire fait ses adieux au président de la République. Reçu au palais présidentiel ce mardi, le diplomate du deuxième pays européen investisseur dans notre pays, la Côte d'Ivoire, a précisé l'objectif de la Belgique est de renforcer les relations avec la Côte d'Ivoire afin de parvenir à une amitié gagnant-gagnant. Une 14e édition du tournoi de football de la Fondation Children of Africa, dotée de la Coupe Dominique Ouattara, annoncée ce jour. C'est un programme pour occuper les enfants de 7 à 15 ans dans 70 localités de la Côte d'Ivoire. Un investissement de 28 millions de francs CFA et puis la coopération multisectorielle du groupe de la Banque mondiale avec la Côte d'Ivoire a fait l'actualité de la primature ce mardi. La nouvelle directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations a été reçue par le Premier ministre Patrick Hachi. Une audience que nous vous rapportons dans cette édition. Bienvenue à tous. L'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire est reçu au palais de la présidence de la République ce mardi. Le diplomate belge en fin de mission a fait ses civilités et adieu au chef de l'État ivoirien tout en marquant sa volonté de voir davantage fructifier les relations avec la Côte d'Ivoire et surtout au profit de la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboula. Ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire, Michael Wimmer est en fin de mission. Ce mardi 11 juillet 2023, il se rend au palais présidentiel pour en informer le président de la République, Alassane Ouattara, et lui faire ses adieux. Le diplomate belge et son hôte profitent de l'occasion pour évoquer l'excellence des relations entre leurs deux pays. Pour le président Alassane Ouattara, la Belgique est l'un des pays qui contribue énormément au développement de la Côte d'Ivoire. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur l'ambassadeur Wimmer, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, à qui j'ai réitéré toute ma gratitude pour la visite que nous avons effectuée en Belgique à l'Union européenne l'année dernière, avoir eu le grand honneur d'avoir été reçu par Sa Majesté, le roi des Belges. Et la reine a reçu également Madame la Première Dame. Et nous avons eu des séances de travail avec le Premier ministre de Belgique et un déjeuner avec les chefs d'entreprise belges. Et comme vous le savez, la Belgique est le deuxième investisseur européen donc en Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs, que ce soit dans la finance, dans le commerce, Sinvest, etc., qui contribue énormément au développement de la Côte d'Ivoire. Les exportations, le commerce atteint maintenant 925 milliards de francs CFA, donc pratiquement 1000 milliards. Et donc, monsieur l'ambassadeur, votre contribution a été énorme. Le diplomate belge, lui, se dit très heureux d'avoir été reçu par le président de la République au moment où il s'apprête à quitter la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience de départ par son Excellence le Président de la République, que j'ai remercié pour les relations d'amitié et le renforcement des relations entre nos deux pays, que j'ai félicité pour tous les succès aussi de la Côte d'Ivoire. Au cours des dernières années, nous avons, comme le Président l'a dit, renforcé ces relations, augmenté le chiffre des échanges commerciaux entre nos deux pays, renforcer la présence des investisseurs belges ici au Côte d'Ivoire, mais avant tout dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. J'ai remercié le président pour tout le soutien apporté pour cela, mais aussi expliquer que justement c'était un investissement qui n'était que le début et au bénéfice de la Côte d'Ivoire. En saluant par ailleurs les relations ivoiro-belges qui durent depuis plus de 60 ans, le diplomate belge remercie les autorités ivoiriennes pour l'accueil chaleureux reçu pendant toute sa mission sur le sol ivoirien. Et comme une continuité à cette audience, partenariat économique, réduction de la pauvreté ou encore renforcement du capital humain ont été des sujets abordés avec la nouvelle directrice générale de la Banque mondiale, chargée des opérations, reçue également ce jour par le président de la République, Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Aboulin rapporte l'essentiel de cette audience.
Elle est la directrice générale du groupe de la Banque mondiale chargée des opérations. C'est en cette qualité qu'elle est l'hôte ce mardi du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Au cours des échanges entre les deux personnalités, l'accent est mis sur le partenariat Côte d'Ivoire-Banque mondiale. Nous avons eu une séance de travail très fructueuse avec son Excellence et Monsieur le Président de la République. Notamment, nous avons eu à parler de notre partenariat avec la Côte d'Ivoire et nous avons abordé, n'est-ce pas, des discussions dans le sens de la réduction de la pauvreté et de l'amélioration du capital humain, de l'amélioration de l'éducation et de l'amélioration de l'efficacité de l'appareil économique. Et nous avons également à parler de coopération entre les pays de la sous-région. Et la directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations d'indiquer que son institution est déterminée à toujours contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Pour elle, les performances économiques ivoiriennes sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, restent un exemple. Ces performances économiques ont été sujet d'une séance de travail entre Anna Berge, la nouvelle directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations, et le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. La coopération multisectorielle, on le rappelle, de ce groupe de la Banque mondiale avec la Côte d'Ivoire se chiffre à 6 031 millions de dollars. Une rencontre résumée ici par Alexis Ouetraogo. Ce mardi, à la primature, Anna Berge, nouvelle directrice générale des opérations de la Banque mondiale, est reçue par le chef du gouvernement. Le portefeuille de l'institution dans le pays s'élève à 6 031 milliards de dollars, couvrant plusieurs secteurs tels que l'amélioration du capital humain, la promotion du secteur privé, la protection du climat, le développement local et l'agriculture. Je voudrais, au nom de son Excellence, le Président de la République, pour traduire nos sincères sentiments de gratitude pour votre visite dans notre pays et pour la séance de travail extrêmement fructueuse. Nous avons eu une très bonne concertation sur la feuille de route de l'évolution du groupe de la Banque mondiale. Nous voulons nous assurer que nos engagements correspondent aux défis actuels de croissance dans le pays. Durant son séjour, la délégation rencontrera des parlementaires, le secteur privé et des représentants de la société civile, ainsi que les autorités de la Banque africaine de développement. Au programme surtout, la visite de plusieurs réalisations résultant de projets financés, notamment les canaux de gestion des eaux pluviales d'Abobo et la centrale électrique Cyprel 4. Un ensemble d'actions qui vous seront rapportées sur nos antennes. Et puis, la première dame de Côte d'Ivoire lançait ce jour la 14e édition du tournoi de football de la Fondation Children of Africa, dotée de la Coupe Dominique Ouattara, une compétition sportive pour des vacances saines pour les enfants entre 7 à 15 ans dans 70 localités du pays. Viviane Naïma. Avec la fin des examens et le démarrage des vacances scolaires, la Fondation Children of Africa vient de faire le lancement ce mardi 11 juillet de son tournoi de football doté de la Coupe Dominique Ouattara, destiné à occuper sainement les enfants de 7 à 15 ans durant les vacances scolaires. Au son des crépitements de tam-tam et des soufflets, tout comme lors des grandes compétitions de football, la cérémonie de lancement s'est déroulée au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ce tournoi, initié en 2008, est à sa 14e édition cette année 2023. On notait la présence, outre celle de plusieurs équipes participantes, des légendes du football ivoirien. La présence également des maires de plusieurs communes de Côte d'Ivoire, ainsi que celle des responsables de la Fédération ivoirienne de football. Ce sont 70 communes qui vont abriter des compétitions internes qui opposeront différentes équipes jeunes. L'honneur est revenu au jeune Ouattara Abdoulaye de traduire les remerciements de tous les participants à la première dame de Côte d'Ivoire. Chère maman Dominique, c'est donc un privilège pour nous de prendre part à cette compétition dont l'objectif est d'occuper sainement vos enfants pendant les vacances. Nous prenons l'engagement tout au long de ce tournoi de rester sages, discipliné, mais surtout de s'approprier les valeurs du respect de l'autre, de tolérance, de solidarité et de fair play. Les maires, à leur tour, ont exprimé leur gratitude. Excellence Madame la Première Dame,
Nous, élus, sommes heureux et reconnaissants du soutien de la Fondation Children of Africa, dont vous êtes la présidente fondatrice aux enfants de Côte d'Ivoire. Merci pour l'amour que vous portez à vos enfants du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est, de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, qui pourront s'épanouir pendant ces vacances scolaires grâce à votre générosité. Ce tournoi se déroulera sous la supervision de la Fédération ivoirienne de football. En cette année dédiée à la jeunesse par le président de la République, son Excellence le Président, M. Alassane Ouattara, année qui préfigure la CAN de l'hospitalité que notre pays organisera en janvier 2024, la Fédération ivoirienne de football, que je représente à cette cérémonie, tient-elle à adresser ses vives félicitations à Madame la Première Dame, ainsi que ses encouragements à l'ensemble des collaborateurs au sein de la Fondation Children of Africa. Le ministre des Sports et Loisirs était représenté par la ministre de la Fonction publique, Anne Ouloto. C'est le ministre qui parle. Madame la Première Dame, je reste persuadée que le tournoi qui porte votre illustre nom continuera à grandir et à s'étendre, pourquoi pas, à d'autres disciplines sportives. Ce tournoi doté de la Super Coupe Dominique Ouattara compte aussi plusieurs autres récompenses pour un montant total de 28 700 000 francs. Faisant le lancement de cette 14e édition, la Première Dame de Côte d'Ivoire a émis le vœu que cette compétition soit riche de formation pour les enfants. Le tournoi de football de la Fondation Children of Africa a été initié en 2008 dans la commune d'Abobo. Et depuis cette période, nous l'organisons chaque année à compter du mois de juillet afin que nos enfants puissent se distraire par la pratique du sport. L'année 2023 ayant été décrétée année de la jeunesse par mon cher époux, le président Alassane Ouattara, nous avons donc décidé d'étendre cette activité à un plus grand nombre de localités et de faire participer un maximum d'enfants à cette compétition. C'est pourquoi, cette année, l'événement se tiendra dans 70 localités à travers la Côte d'Ivoire au lieu des 50 communes habituelles. Il est à noter que ce tournoi de football est organisé gratuitement au bénéfice de nos garçons et de nos filles âgés de 7 à 15 ans des communes participantes. À travers cette compétition sportive amicale, nous espérons contribuer à développer chez les jeunes participants des valeurs liées à la pratique du football telles que l'esprit d'équipe, la cohésion, l'effort collectif ou encore le dépassement de soi. Comme chaque année, je souhaite que cette compétition se déroule dans de bonnes conditions et dans l'esprit fair-play que nous recommandons. Que la compétition démarre et que le meilleur l'emporte. Parlons d'investissement économique pour le développement d'infrastructures, 45 milliards de francs CFA pour 7500 unités de logements sociaux, un montant mobilisé dans le cadre d'un accord de prêt entre l'État de Côte d'Ivoire et la BADEA, qui est relatif au financement de la première phase du programme d'urgence de 25 000 logements sociaux et économiques ici à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays. On voit tout cela avec Lancine Bakayoko. Les 45 milliards que la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, accorde à l'État de Côte d'Ivoire contribueront au financement du programme présidentiel d'urgence de logements sociaux et économiques. Ces ressources seront précisément orientées vers la construction de 7500 logements. Il est incontestable que les villes africaines évoluent à une vitesse qui requiert des investissements assez importants pour améliorer le cadre de vie, mais aussi pour offrir un logement décent à chaque citoyen. La première phase va porter sur 1240 appartements, 800 à Yopougon BAE et 440 à Tekoubé Lokodjoro. Le montant mobilisé couvre à la fois les travaux de construction des bâtiments, à savoir au total 31 immeubles de type R+9, de 40 appartements chacun, mais également le coût des VRD secondaires, des parkings, espaces verts, espaces de jeux. Quant aux travaux de VRD primaires sur les sites du programme et les équipements de proximité, à savoir les écoles, les marchés et les centres de santé,
ce sera l'affaire du gouvernement. Dans un souci de célérité, avec l'autorisation du bailleur et sous l'égide de M. le Premier ministre, le ministère de la Construction a initié par anticipation un processus d'appel d'offres international pour la sélection des entreprises en charge des travaux. Ces entreprises attributaires des premiers lots ont indiqué être prêtes à démarrer les travaux dès la mise en place du financement. Le coût global du programme présidentiel d'urgence avoisine les 500 milliards de francs CFA. Ce programme vise la construction de 25 000 logements, 20 000 unités à Abidjan et 5 000 à l'intérieur du pays, notamment dans les villes de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Le dossier de ce mardi, le dossier EcoPlus s'articule autour de ces investissements. La Côte d'Ivoire mobilise des ressources pour développer également d'autres secteurs en dehors de celui des logements sociaux. L'exemple du projet de développement des chaînes de valeur vivrières, 135 milliards de francs CFA apportés par la Banque mondiale. Et avant les infrastructures construites, plusieurs initiatives accompagnent la chaîne de valeur du vivrier pour l'amélioration du rendement et également du revenu du producteur. Des actions qui sont présentées ce soir par Victorine Yaoyobwe. Installé sur les hautes tensions et dans l'insalubrité totale, le marché de vivrier de Yopougon fait peine à voir. Ici, comme au grand marché d'Adjamé, c'est le même environnement qui accueille les vivriers en provenance des zones de production pour ravitailler le district d'Abidjan. Au fait, on est dans la boue. On est dans la boue. On veut qu'on nous aide. En dehors des problèmes d'hygiène, le désordre dans lequel baignent les commerçantes porte un coup dur à leurs activités. On perd beaucoup. Et on a entendu aussi qu'il y aura un marché de gros Abidjan. On est pressé de voir ce marché. Un clic sur le site officiel du ministère du Commerce montre effectivement un projet de construction de 3 marchés de gros à Abidjan, à Bengourou et Daloa, 25 ans après la réalisation du marché de gros de Bouaké. La sortie de terre des infrastructures est prévue pour début 2024. L'heure est maintenant aux études techniques et à la mobilisation de tous les acteurs pour garantir la réussite du projet. C'est le cas à Abengourou dans l'Indénié Djouablin. Constat au cours de la visite guidée du site devant abriter le marché de gros avec les représentants des ministères concernés. Ce site d'environ 100 hectares a été retenu pour la création d'un marché de gros qui est situé dans le village de Abdoni-Gros, sur lequel nous aurons les magasins de stockage, les maisons frigorifiques pour conserver tout ce qu'il y a à conserver, et même les banques pour faciliter les échanges, faire la transformation si possible sur les sites pour l'écoulement sur d'autres sites en Côte d'Ivoire. Nous, au niveau de l'agriculture, ce que nous avons fait, nous avons bouclé au niveau de l'appui des droits coutumiers, au niveau des indemnisations des cultures. Donc, à ce niveau, on attend le démarrage des travaux. Ce projet de construction de marché de gros est fortement attendu des populations, maillon essentiel dans la valorisation et la distribution des produits vivriers. Avec l'absence de ce type d'équipement dans la région, mais qu'est-ce que les gros acheteurs font? Ils louent des camions et les camions tournent dans les villages pour collecter la production et cela crée un coût supplémentaire. C'est le client qui vient poser le prix. Donc cet équipement va traiter également ce problème. Une escale au marché périodique de Zamaka, village de l'Indénié Djouablin. Le marché présente tout le potentiel agricole de l'Est de la Côte d'Ivoire. Je paye en gros, chou là, aïe tomate, aïe poivron, aïe tchéké. C'est ça qui c'est beaucoup mieux. En 2022, les acteurs du vivrier de la région de l'Indénié Djouablin ont capté au moins 50 milliards de francs CFA selon l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Avec un marché de gros structurant ses activités, le vivrier sera à coup sûr le moteur du développement économique de l'Est ivoirien.
L'enjeu n'échappe pas aux exploitants agricoles. Pour être compétitifs, certains bénéficient déjà d'un appui technique. C'est le cas à Apomprano, où des producteurs de manioc expérimentent une nouvelle variété afin d'améliorer leur rendement. Nous avons choisi le Yavo parce que c'est ce que l'ANADE nous a préconisé. Le rendement, avant, quand on faisait le manioc, souvent avec 1 hectare ou 2 hectares, on pouvait se retrouver soit à 1 kia. Mais aujourd'hui, avec ces petits carrés que nous avons, on peut faire au moins 4 kia comme ça par année. La construction du marché de gros d'Abengourou fait partie d'un projet plus vaste connu sous le nom de projet de développement des chaînes de valeur vivrières de Côte d'Ivoire. Le P2C2VCI prend en compte le maraîcher, le manioc et la pisciculture. Les pisciculteurs de l'Indénié Djoablin, eux aussi, s'organisent pour tirer profit du marché de gros. De 200, le nombre des pisciculteurs de la région est passé à 400, au point où la station aquacole d'Abengourou sollicite un appui pour augmenter sa production d'alevins. Actuellement, nous produisons autour de 200 à 250 000 alevins par an. Nous pensons que si nous avons un appui, nous pouvons produire jusqu'à 1 million d'alevins par an. Ce site est sur 4 hectares et c'est 1,5 hectare qui est exploité. Si le projet tient toutes ses promesses, consommer des produits sains et frais ne sera plus un luxe en Côte d'Ivoire. Quand vous arrivez dans les zones, les produits sont à terre, nous voyons. Mais il y a la contamination, le sol. C'est un milieu de vie de plusieurs microbes. Mais c'est cette denrée qui va aller sur les marchés. Mais avec cet équipement, ce problème sera traité. Pour que tous ces efforts soient couronnés de succès, le coordonnateur national du PDC2VCI est allé s'inspirer du modèle de marché de gros de la France. Bernard Como et sa délégation ont visité les marchés d'intérêt national de Rungis et de Toulouse. Une belle occasion de venir apprendre auprès de la France. Un marché d'intérêt national au niveau de Toulouse, au niveau de la région, qui fait véritablement une connexion avec tous les acteurs, qu'ils soient grossiers, qu'ils soient des petits, qu'ils soient des producteurs. Quelles sont les différentes étapes franchises, quelles sont les différentes réglementations qui sont en cours. C'est un défi pour nous d'y arriver. Pour ce qui concerne le financement du PDC2VCI, la Côte d'Ivoire peut compter sur l'accompagnement de la Banque mondiale. Outre le projet de développement des chaînes de valeur vivrières de Côte d'Ivoire, qui porte la construction des marchés de gros d'Abengourou, d'Aloa et Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire a initié plusieurs projets agricoles tels que le Purga ou le PAPS Gouv. Le seul objectif de ces différents programmes, garantir la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire tout en augmentant le revenu des acteurs du vivrier. Voilà, la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire garantie, en tout cas avec le témoignage de ces acteurs du vivrier qui bénéficient du financement du projet de développement des chaînes de valeur du vivrier et qui restent encore en attente des 3 marchés de gros pour finaliser le projet. On passe à l'actualité politique en Côte d'Ivoire avec cette tournée du président du Sénat, Jean-Noël Kwasio, qui prône la cohésion sociale dans toute la région du Bélier. On le voit dans cet élément rapporté par Kader Sogodogo. Bakro Sakassou, le président du Sénat, en entretien avec l'ensemble des têtes couronnées de la sous-préfecture de Lomo-Kankro. Sa démarche est connue, prôner la cohésion sociale pour un climat apaisé, propice au développement. À la place publique de ce village, devant les forces vives de la sous-préfecture rassemblée, le même message a été réitéré. L'entente pour relever tous les défis. L'impact est déjà visible. Le développement ne peut s'obtenir que par des hommes qui sont valables. Et nous pensons que vous êtes la personne qu'il faut pour apporter le développement dans le Podjou. Rompre avec les préjugés, se libérer de la peur pour emprunter les chemins qui conduisent à la réalisation de toutes les aspirations. Aoussou Janou indique la voie à suivre. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Je suis avec Alassane Ouattara qui développe, il développe. Vous m'avez soumis des doléances, mais vos doléances seront prises en compte. Je vais aller remettre cela directement dans les mains d'Alassane Ouattara. Numéraire, don de tricycles et de chaises aux femmes pour le développement de leurs activités.
Jeannot Aoussoukouadio était à Bakro Sakassou, les mains chargées. Et voyons cette action de développement dans la ville de Daloa où 2 quartiers ont été connectés à l'électricité nationale. Le point rapporté par Walter Amadou Ouattara. Plus de 20 ans après leur création, Abattoir Sud B et Sud D Extension, 2 quartiers de la commune de Daloa, sont à présent connectés au réseau électrique national. Les populations savourent cet événement qui, pour elles, rime avec le développement. Avant le courant, nous étions agressés à tout moment dans l'obscurité. J'ai moi-même été agressé au moins à 2 reprises. Donc vraiment aujourd'hui, avoir la lumière, pour nous, c'est entrer au paradis grâce au président de la République. Vraiment, la joie est immense. Nous disons merci au président Alassane Ouattara. Merci du fond du cœur. La population est en joie aujourd'hui. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, cadre de la région, procède à la mise sous tension. Il annonce que cette action en faveur des populations est à l'actif du président de la République, Alassane Ouattara. Vous savez que le gouvernement a fait de la politique pour tous sa priorité. Et donc le Premier ministre Patrick Hachi, après l'accord du chef de l'État, a instruit donc pour que ce quartier soit donc électrifié. C'est un quartier qui regroupe beaucoup de populations et il était important que ces populations aient enfin accès à l'électricité. L'électrification de ces 2 quartiers va impacter le quotidien des habitants, estimé à près de 1000 âmes. Et si électricité égale sécurité, alors de nouveaux sous-officiers apportent également le renforcement de la sécurité ici en Côte d'Ivoire avec 1415 élèves sous-officiers qui ont été présentés au drapeau ivoirien à l'école de gendarmerie en présence du général de corps d'armée Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, qui a rappelé les vertus qu'incarne la discipline au sein de cette corporation de la gendarmerie. Frédéric Oulaï et Godefroy Okambawa. Sont présentés ce mardi au drapeau 1415 élèves sous-officiers, dont 91 jeunes filles. À l'issue de 3 mois de formation, ces stagiaires sont jugés aptes à embrasser la carrière de militaire et à intégrer la grande famille de la gendarmerie nationale. Le premier responsable de ce corps d'élite instruit ses recrues sur les vertus qui incarnent la gendarmerie. Chers stagiaires, vous avez choisi la gendarmerie nationale. Cet engagement est grand et vous honore. La cérémonie qui nous rassemble marque la réalisation, certainement, de vos ambitions de façon concrète. Vous êtes maintenant engagés au service de la Côte d'Ivoire. En conséquence, vous êtes chargés de la défendre, cette patrie-là, partout où besoin sera, au prix de votre vie. Le général de corps d'armée Alassane Apalo Touré rappelle l'importance de la symbolique du drapeau, ainsi que l'importance de la devise « Pour Patria, pour les grés ». Il a insisté sur les fondamentaux de la devise de la nation, union, discipline et travail. Vous devez en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances rechercher la vertu. Vous devez pouvoir observer un silence vertueux. Nous devons comprendre que nos actions doivent s'inscrire impérativement dans l'esprit des lois et des ordres qui nous sont donnés par nos autorités. Belle opportunité pour la promotion 2022-2024 qui a su gratifier l'assistance d'un défilé militaire. Cette nouvelle moins reluisante, le réalisateur Roger Nyambala s'est à jamais endormi. C'est une figure emblématique de la grande épopée du 7e art ivoirien. Le réalisateur Roger Nyambala, lauréat de l'étalon d'or de Niedaba au FESPACO 1993, a tiré sa révérence hier, lundi 10 juillet 2023. Malade depuis plusieurs mois, il est décédé des suites d'un mal qui le rongeait.
Nous parlons à présent d'action sociale hors de nos frontières et pour cela nous partons en Guinée-Bissau où des femmes salariées de la CEDEAO mènent des actions sociales à l'endroit des hôpitaux. Elles ont remis des équipements médicaux à une maternité dans la localité de Boula. Mahama Traoré nous en parle. Boula, à une trentaine de kilomètres de Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. L'hôpital de la localité est visité par les Amazones de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette association, regroupant les femmes salariées de l'institution sous-régionale, vient remettre des équipements médicaux destinés à la maternité de cet établissement sanitaire. L'appui, estimé à environ 15 millions de francs CFA, prend également en compte la rénovation de la maternité de l'hôpital de Boula. Ça, c'est une des activités que nous voudrons à travers toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les États membres de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons choisir peut-être 2 à 3 pays par an et nous allons faire des dons. Ce sera notre manière à nous d'aider la communauté et de participer au développement, réduire la pauvreté. Selon le représentant résident de la CEDEAO à Bissau, l'initiative des Amazones cadre avec la CEDEAO des peuples voulue par les chefs d'État et mise en œuvre par la commission dirigeante de l'institution. Pour preuve, juste à l'entrée de l'hôpital de Boula, quelques soldats du contingent ivoirien de la force de maintien de la paix et de la stabilité en Guinée-Bissau livrent des soins aux populations. Sur le domaine santé particulièrement, le contingent ivoirien est installé à l'hôpital militaire donc de Bissau, niveau 2, et ils assurent donc vraiment l'appui aux populations. Depuis que nous sommes là, il y a presque une année, nous avons fait presque 13 000 soutiens aux populations civiles. Après la maternité, les Amazones de la CEDEAO envisagent de rénover et équiper le bâtiment principal de l'hôpital de Boula. L'actualité internationale, la Turquie a donné son feu vert à une adhésion de la Suède à l'OTAN. Cette décision qui ouvre symboliquement la porte de l'Alliance Atlantique aux pays nordiques. Et dans ce dossier, le président turc fraîchement réélu, Recep Tayyip Erdogan, a joué sur plusieurs leviers. Il s'agit de la livraison d'avions de chasse F-16 à son pays par les États-Unis, le rapprochement entre la Turquie et l'Union européenne, mais également le traitement de la question kurde par la Suède, qui ont été au cœur des tractations et dans l'attente d'une ratification par le Parlement turc. Cette décision ouvre la voie à une entrée du pays scandinave dans l'OTAN sans pour autant fixer un calendrier précis. Mais seule la Hongrie doit encore donner son accord pour cette entrée officielle. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dès 6h30 demain matin pour la suite de l'actualité d'ici du monde sur RTI1.